Je vais appeler maintenant Damien Levallois, directeur de projet parc éolien en mer à la DREAL Normandie, pour nous parler justement de la planification spatiale et des usages de la mer. Oui, bonjour à toutes et tous. Damien Levallois, la Dreal Normandie. Donc j'interviens au niveau de la façade maritime, hein, et pas qu'en Normandie pour le développement de l'éolien en mer. Depuis 2019, hein, l'État a repris la maîtrise d'ouvrage, en tout cas pour la définition même des projets, et lancer les études sur ces zones de projet pour après seulement aller à l'appel d'offres. Donc on va dire que ma mission, elle a commencé dès l'appel d'offres numéro 4. On en a parlé tout à l'heure, les projets Centre-Manche. Alors, on m'a demandé de parler de l'énergie, de la décarbonation, de la composante d'un parc éolien, enfin beaucoup de choses. J'espère qu'on va réussir à parler de tout ça dans le peu de temps imparti. On va passer directement à la première Pas de à la souci, je diapo serai un suivante. maître intraitable du temps. Voilà. C'est parfait. On a essayé de vous représenter ici les objectifs en termes d'énergie à terme. Vous voyez sur 2000-2050, notre consommation d'énergie, si on est aujourd'hui en 2025, autour de 1600 TWh, hein, c'est un chiffre. L'objectif à terme, c'est d'arriver autour de 900 TWh, ça veut dire de gagner en termes de sobriété énergétique globale sur l'ensemble de nos consommations d'énergie. Donc c'est à la fois baisser notre consommation et c'est vraiment le premier des objectifs, entre 40 et 50% de moins d'énergie à disposition d'ici 2050. Ça veut bien dire que tous les systèmes énergétiques qui sont mis en œuvre, que ce soit de l'éolien, du photovoltaïque, du nucléaire, ne répondront à terme qu'à 60% de l'énergie que nous consommons aujourd'hui. L'objectif, c'est bien d'abandonner, non, non, on reste sur cette Ah pardon, diapositive. excuse-moi. Oui. L'objectif, c'est bien d'abandonner toute la partie rouge, toute l'énergie fossile et d'électrifier en augmentant notre partie électrifiée. Donc, conserver notre nucléaire historique le plus longtemps possible, développer le nouveau nucléaire et développer les énergies renouvelables pour augmenter notre capacité d'électrification, en tout cas pour répondre aux besoins d'électrification futurs et donc gagner en sobriété globale, utiliser la bonne énergie pour le bon outil. C'est vraiment l'objectif. On peut passer à la diapo suivante. Alors, plusieurs travaux ont été menés, hein, les différents acteurs institutionnels sont venus en conseil à l'État, donc l'ADEME, RTE, avec plusieurs scénarios à l'horizon 2050. Et puis une première annonce politique, hein, en 2022 à Belfort du président de la République qui programmait, ou en tout cas anticipait ce mix énergétique à l'horizon 2050, 14 nouveaux EPR, prolongement de la vie des réacteurs nucléaires en cours, j'en ai parlé, développer l'éolien en mer, hein, 40 gigas, avoir un objectif de l'ordre de 100 gigawatts de photovoltaïque et de 37 d'éolien terrestre, hein, pour aller au plus court. Juste à côté, vous voyez notre mix aujourd'hui. Voilà, il est en 2022, tout au bout à gauche. Il est tout petit. C'est nos capacités installées en fait, hein. Et plus on est sur du renouvelable, plus il y a de capacités installées. Si on augmente en mettant du nucléaire, là, on diminue le nombre de capacités puisque chacun des outils ne produit pas la même quantité d'énergie, même on regarde sa capacité installée. Et Belfort, finalement, c'est un mix entre tous les éléments pour arriver à un mix électrique, hein, qui sera notre mix énergétique à terme, hein. Vraiment un mix électrique qui puisse répondre à nos besoins. On peut passer. Malgré tout, tout ça est très contraint. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a besoin de mettre à jour. On met à jour la stratégie nationale bas carbone à laquelle essaye de répondre la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et puis, en fonction des contextes, hein, qu'ils soient internationaux, parce qu'il y a des pressions internationales, hein, pour éviter qu'on décarbone de trop, qu'on conserve nos énergies fossiles, volontaires ou involontaires, les vitesses de changement, d'électrification des usages, bah, tout ça, ça contrarie un peu les scénarios. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, RTE, hein, qui conseille aussi l'État sur ces dynamiques, eh bien, met à jour ces scénarios tous les 2 ans. Et donc il vient d'être dernièrement mis à jour. On peut passer. Alors voilà, un petit rappel ici, nos scénarios 2022, 2023, 2024, 2025, c'est l'existant.
Le R3, c'est le dernier scénario qu'a produit RTE qui permet d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et on voit qu'aujourd'hui, à l'horizon 2035, ce scénario il correspondrait à celui de Belfort en termes de puissance. Mais par contre, il rebat un peu les cartes sur la manière d'y arriver. Voilà, on conserve notre nucléaire historique le plus longtemps possible, je l'ai encore dit. On a un peu moins de développement en 2035 d'EPR, puisqu'ils arriveraient plutôt la paire de Panly autour de 2037-2038. Et puis, on espère être à l'heure, en tout cas sur les premiers parcs éoliens en mer. Et puis voilà, je vous laisse découvrir un petit peu à côté les éléments sur chacune de ces évolutions. Après, voilà, donc j'en ai fini pour balayer vite fait le mix énergétique futur, en tout cas le mix électrique futur. Très rapidement. Alors, c'est quoi l'éolien en mer? Alors, sur notre façade, c'est principalement de l'éolien posé, hein, c'est le dessin du milieu, avec soit du monopieux, un seul tube, soit du multipieux, du jacket, le numéro 2, soit du gravitaire, on a eu du gravitaire à Fécamp, une grosse embase finalement en béton qui est juste posée, hein, elle n'est même pas enfichée dans le sol, elle est juste posée. Et puis d'autres façades, hein, en fonction des fonds, hein, dès qu'on atteint les 70-80 mètres de fond, eh bien, on utilise plutôt du flottant. Et donc, alors, flottant à encre classique, flottant tendu, flottant qui, contrairement à ce qu'on peut penser, hein, c'est pas forcément des chaînes, hein, ça peut être des polyamines malgré tout, même aux tailles des plateformes. Et généralement, toutes les éoliennes sont reliées entre elles par des câbles électriques qui vont après à la station. On peut passer. Les éoliennes, elles évoluent hein, dans le temps, hein. Les premiers projets en France, on était sur des machines qui étaient de l'ordre de 6 mégawatts, 6-7 mégawatts, hein, 6 à Saint-Nazaire, 7 à Saint-Brieuc, Courseulles et Fécamp, et je crois qu'on est à 8 à Dieppe-le-Tréport. Mais globalement, on était dans ces volumes-là. Alors, le 7-8, je ne sais plus où il est. Ils sont au milieu. Et puis, très rapidement, ça augmente en termes de capacité. Finalement, on va voir arriver rapidement des machines de l'ordre de 20 mégawatts. Aujourd'hui, ce qui s'installe, c'est du 14 à peu près. Il y a un parc à Taïwan qui vient d'être installé avec du Siemens Gamesa de 14 mégawatts. On peut passer. Donc, il faut que je parle aussi de planification maritime. Alors, notre planification maritime, le document stratégique de façade, cette planification maritime, elle est divisée sur chacune des façades, donc il y en a quatre en France. Cet document stratégique de façade, la France a fait le choix de répondre à deux directives européennes, une directive environnementale, une directive socio-économique. La directive 4 sur le milieu marin, la directive planification des espaces maritimes. Et dans un seul et même document, c'est-à-dire pouvoir gérer finalement dès le développement économique l'évitement au regard des contraintes environnementales. L'évitement, la réduction, puis ça s'arrête là pour la planification. Alors c'est un sujet vraiment qui est compliqué hein, à mettre en œuvre. On est au deuxième cycle. Et le thème est vraiment de s'appuyer sur les acteurs locaux pour développer la planification maritime. Alors, il y a le Conseil maritime de façade dont on a parlé tout à l'heure. À l'échelle nationale, il y a un Conseil national de la mer et des littoraux. Et puis, il y a le dialogue prévu avec les citoyens au titre de la participation du public. Hein. Donc, à l'amont, je dirais le débat public et à l'aval, le schéma classique de consultation du public comme une enquête publique. Voilà. Donc, deux temps de participation du public avec un document qui est très concerté puisqu'il est fait au sein du Conseil maritime de façade. Alors, je vous ai mis la carte du premier cycle, parce que c'est dommage, la carte du second cycle, elle est sur 2 pages. C'est juste pour vous faire voir que finalement, on essaye d'analyser cet espace maritime au travers de découpage de zones. Alors, le choix de notre façade maritime, ça a été de s'appuyer sur le découpage environnemental. À un petit détail près, je crois que il y a le port d'Antifer qui a été inclus dans la zone 4, et puis il y avait un autre petit découpage, je crois, au niveau de Boulogne, où finalement il y a une fusion de l'espace plutôt économique entre Boulogne et Calais que le découpage du parc naturel marin. Mais c'est vraiment le découpage environnemental, en tout cas la manière dont a été analysée la façade au titre de l'environnement qui a permis de faire ce découpage. Et puis voilà, dans cet espace, eh bien, on essaye de trouver, au regard de ces enjeux,
environnementaux et des besoins de développement économique, en tout cas, ou des activités en cours, et ben, ce que porte chacun de ces espaces. Et donc, vous avez des exemples sur la droite. Alors, si je prends le Cap des Détroits, des Pas-de-Calais, voilà, prédominance à la navigation maritime, on en a parlé tout à l'heure, enjeux de sécurité maritime et des infrastructures portuaires et des EMR, voilà, il y avait déjà le projet de Dunkerque qui était un peu dessiné, besoin de maintenir l'activité de pêche maritime, le potentiel aquacole de la zone, enfin voilà, je vous laisserai lire ce genre de choses, mais celui-là c'est plutôt le premier cycle, il faudrait revoir sa mise à jour au second cycle, qui est publié, hein, pardon. Une petite particularité de cette planification maritime, c'est qu'elle a été, pour le second cycle, on n'a pas une concertation préalable, mais un débat public. Et un débat public qui a été mené de façon nationale, mais sur chacune des façades. Donc cette mise à jour ou cette participation de l'ensemble du public, l'ensemble des publics, s'est faite au travers de ce débat public, donc en 2023-2024 et avec deux focus. Un focus développement économique, l'éolien en mer, un focus protection, restauration environnementale, les zones de protection forte. Pas facile de parler de tous les sujets, ils sont vraiment difficiles des fois à appréhender pour tous les publics, mais en tout cas en faisant ces deux focus, essayer de mettre en avant les discussions, en tout cas de les solliciter. On peut passer. Et pour les solliciter sur notre façade maritime, on a fait le choix, par exemple sur l'éolien, de faire apparaître des zones de projection de développement. C'était vraiment le but de faire vivre le débat, c'est-à-dire qu'il fallait solliciter ou créer le débat. Et donc en mettant, en affichant des zones de développement, c'était vraiment le but. Et là, nos autorités nous ont suivis jusqu'à celle qui était dans le parc naturel marin, qui a beaucoup fait discuter même en interne de l'administration. Comment on peut mettre cette zone au débat public? Ben, justement pour créer le débat. On peut y aller. Et puis au final, on est arrivé sur deux zones de développement. Sur l'ouest, donc entre la Bretagne et les îles anglo-normandes, l'espace Roche d'Ouvre, et puis l'espace Fécamp Grand Large, on en a parlé tout à l'heure. Et on a laissé pour l'histoire, hein, pour pas que ça s'oublie, alors même si ça a été écrit pour 2050, mais si vous lisez dans la décision des objectifs à 2050, mais si vous lisez le rapport qui accompagne, c'est vraiment pour conserver l'histoire, conserver les débats. Albat Grand Large, Est, c'est une toute petite zone à côté de Fécamp Grand Large, et puis Picard Opale. Et c'est deux zones où on invite finalement à se reposer la question plus tard, au regard des connaissances, au regard de ce qui sera fait, par exemple, du parc naturel marin. Est-ce qu'il portera plus de systèmes de protection? Est-ce qu'on aura acquis toute la connaissance qui était en cours de développement pendant le débat public? Et bien voilà, c'est à l'horizon de 6 prochaines années, se reposer les questions, mais plutôt laisser l'histoire pour pas repartir de zéro la prochaine fois. Pas oublier les débats qui avaient eu lieu. Et Mm. puis, on m'a demandé aussi de parler du co-usage. Alors, les co-usages, eh bien, c'est à la fois dès la définition, la prise en compte des aspects de défense nationale ou de sécurité maritime. Vous voyez, par exemple, la zone Centre-Manche, on l'a construite sur le chenal d'accès du port pétrolier d'Antifer. Et donc là, on révise l'ensemble de la navigation maritime sur cet espace. Et puis des exercices qui sont déjà en cours sur les différents parcs de sécurité maritime, des règles de navigation particulières ou des autorisations pour la plongée, ce genre de choses. On peut passer. Un focus très pêche. L'activité de pêche, c'est pas la pêche, c'est les pêches déjà. Il y a plein de types de pêche. Et ça, faut pas l'oublier. Et en fonction de l'endroit où va se positionner le projet éolien, eh ben, il n'a pas le même impact sur l'activité de pêche hein, qui peut se dérouler. En tout cas, aujourd'hui, on a une façade qui est très pêchante. Hein. Je dirais que si la Bretagne avait plusieurs façades, certainement que la Normandie serait la première, Normandie, Hauts-de-France, en tout cas cette façade maritime serait la première en termes économique, en termes de pêche. On peut passer. Et puis, la coactivité de la pêche, eh ben, ça peut être dès les travaux. Alors, sur la petite diapo en bas à droite, ben, voilà, c'était les travaux de Coursol. Laisser un passage pour la pêche pendant le travail, les travaux de raccordement du parc. Toujours Coursol en bas à droite, cette fois-ci, je me suis trompé, c'était l'autre droite tout à l'heure. Pouvoir séquencer les travaux pendant les périodes de travaux pour laisser un maximum de temps la pêche ouverte dans le parc. Euh,
Saint-Nazaire en haut, hein, pouvoir laisser des couloirs de navigation pendant les travaux, des exercices d'expérimentation. Alors, il n'y avait pas d'éoliennes à l'époque sur Coursol, mais elles ont été simulées après par la photo, mais de faire naviguer les navires de pêche à la drague à la coquille, là, c'est une vingtaine de navires dans les futurs couloirs de navigation que l'on voit sur la carte en haut à gauche. Voilà. Et puis des développements futurs ou en expérimentation. Alors, tout ce qui est aquaculture ou culture d'algues, ou de reconquête finalement, de réensemencement. Je pense aux Pays-Bas avec l'huître plate hein, qui a complètement disparu en mer et qui finalement, au travers de projets de recherche, en s'appuyant sur ces structures d'éoliennes, de pouvoir créer finalement la dynamique de colonisation. Et puis des projets un peu expérimentaux hein, de ferme aquacole dans les fondations de jaquettes. Bon, voilà, il y a des choses comme ça qui se mettent en place, qui sont en projet d'étude. Je crois qu'il me reste encore une diapo. C'est les prospectives. Alors, bien sûr, le tourisme industriel se met bien en place. Il fonctionne très, très bien sur Saint-Nazaire, sur Saint-Brieuc. Il se développe sur Fécamp. Et du multi-usage, hein, cohabitation photovoltaïque et éolien. J'aurais pu parler d'aquaculture, puisqu'en fait, il y a même des parcs aquacoles en dessous du photovoltaïque. Donc, multi-activité, les plateformes électriques multi-usage, mais je laisserai peut-être RTE en parler. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? C'est pas mal, hein? Les études de risque maritime, voilà, on définit toute la navigation dans l'espace maritime baie de Seine ou large baie de Seine hein, pour pouvoir inclure ces parcs éoliens. On a une vingtaine, 21 recommandations pour pouvoir organiser tout ce trafic maritime et pouvoir le présenter à l'Organisation maritime internationale d'ici peu de temps. Ça va de la surveillance accrue, la mise en place de radars, de remorqueurs, de formation. Voilà, c'est une vingtaine de dispositions qui nous permettront finalement d'avoir un développement éolien qui ne vienne pas augmenter le risque maritime. Donc des gros... Et puis enfin, l'Observatoire de l'éolien en mer. On a parlé d'études en mer tout à l'heure, d'études d'acquisition de connaissances. Il y a un Observatoire national de l'éolien en mer. Et j'attirais votre attention sur la prochaine présentation d'une étude qui s'appelait ESCO. Je crois que c'est une étude scientifique collaborative. Le but du jeu étant de faire la synthèse de tout ce qui existe autour de l'éolien en mer. Et elle sera présentée le 24 mars en webinaire. Et je crois que la publication est à l'été. Et puis, pour capitaliser hein, finalement cet observatoire de l'éolien en mer, ben, il y a aussi un fonds biodiversité qui est attaché au projet Centre-Manche, qui dispose de 30 millions d'euros. Et les premiers projets de recherche ont été validés en décembre dernier par l'Agence de l'eau qui gère ce fonds qui est apporté par le porteur de projet. Et ben voilà, j'ai réussi. Bravo, très bel exercice. Merci pour tous ces éléments.